Bonjour, je m'appelle Manal Drissi. Je suis heureuse d'être votre animatrice pour la durée de ce forum, le forum Voir Grand, qui est organisé par le Réseau québécois de l'Action communautaire autonome. Merci d'être là, que ce soit sur Facebook ou directement sur le site web de l'événement. Bienvenue à ce rendez-vous qui est très attendu par le milieu communautaire. Le Forum Voir Grand se veut un espace de ressourcement, de rencontres et aussi une rencontre pour réaffirmer le rôle de transformation sociale du milieu communautaire. J'aimerais commencer par une reconnaissance territoriale. Donc, cet événement se déroule sur le territoire traditionnel des Kanien'kehá:ka. L'île appelée Montréal est connue sous le nom de Tiohtià:ke dans la langue des Kanien'kehá:ka et a toujours été un lieu de rencontre pour d'autres nations autochtones, y compris le peuple Omami-Winini ou Algonquin. Je m'excuse d'avance pour les prononciations. En tant qu'organisation centrée sur la justice sociale et environnementale, nous pensons qu'il est crucial de reconnaître les conséquences passées et actuelles du colonialisme. Nous encourageons tout le monde à apprendre davantage sur l'histoire de ces territoires et à soutenir la résistance autochtone ici et sur l'ensemble de l'île de la Tortue. J'aimerais vous faire quelques rappels pour commencer. Donc, vous pouvez consulter l'agenda et la médiathèque pour les contenus préenregistrés directement sur le site web. À la gauche du site web, vous avez accès donc à l'agenda et la médiathèque. Il y a quelques semaines, on a enregistré une série de podcasts, de balados avec des intervenantes qui avaient des propos très intéressants. Donc, je vous invite à aller les écouter. Vous pouvez aussi utiliser le site pour prendre rendez-vous et on vous encourage à le faire, particulièrement pour l'atelier de réseautage de mardi en fin de journée. Il y a un service de clavardage, que ce soit sur le site web ou sur Facebook. Vous pouvez proposer vos questions et je vais recevoir les questions et les poser à nos intervenantes. Si jamais il y a un problème avec la diffusion, si vous avez un problème à vous connecter, désolé, arrangez-vous avec. Non, c'est pas vrai. Il y a un icône problème, donc je vous invite à soumettre le problème et on va vous assister du mieux de nos capacités. J'aimerais donc commencer la journée avec une vidéo du ministre Jean Boulet et ensuite un mot de la présidente du RQAK, Madame Marilyn Audet. Bonjour à toutes et à tous. Je vous félicite pour l'organisation de ce forum Voir Grand sur l'avenir de l'action communautaire autonome. Tout d'abord, je tiens à vous remercier au nom de tous les Québécois et toutes les Québécoises pour votre travail remarquable en cette période exceptionnelle. La crise sanitaire a mis en lumière le rôle essentiel des organismes d'action communautaire autonome pour le maintien de notre filet social. Vous avez su démontrer une grande capacité d'adaptation et une grande résilience face à la crise en maintenant et adaptant vos services pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables de notre société. Ce travail ne doit pas toutefois masquer les défis à court, moyen et long terme. Il y a 20 ans, l'Assemblée nationale adopta à l'unanimité la première politique québécoise de reconnaissance et de soutien de l'action communautaire. Cette politique, unique au monde, a permis de mettre en place une démarche novatrice de reconnaissance et de soutien de l'action communautaire. Les travaux du plan d'action gouvernemental pour l'action communautaire nous ont permis de poursuivre en ce sens pour améliorer et adapter l'intervention gouvernementale aux réalités actuelles. Aujourd'hui, les organismes d'action communautaire autonome sont devenus une composante significative de notre structure sociale distincte des services publics. Ils contribuent de façon importante à donner à la société québécoise sa force et son originalité. Au cours des prochaines années, le mouvement de l'action communautaire autonome aura toutefois des défis à relever afin de consolider son action et de maintenir son rôle de transformation sociale. L'attraction et la rétention d'une main-d'œuvre qualifiée représentent aujourd'hui un enjeu majeur. À l'ère du numérique, vous devez aussi veiller au maintien d'une vie associative et démocratique dynamique. Il est important pour votre gouvernement de vous accompagner dans votre adaptation à ces nouvelles réalités, puisque vous jouez un rôle majeur dans le développement social du Québec. Merci pour votre dévouement et votre mobilisation quotidienne pour améliorer la qualité de vie des plus vulnérables d'entre nous. Je reste toujours à l'écoute de vos réflexions et j'ai hâte de lire votre déclaration commune sur la justice sociale et l'action communautaire autonome. Bon forum à tous et à toutes. Merci.
Je m'appelle Marilyn Audet, je suis présidente du Réseau québécois de l'Action communautaire autonome, le RQAK. Nous sommes fiers aujourd'hui d'accueillir plus de 400 personnes en provenance d'organismes de divers secteurs et de plusieurs régions du Québec dans le cadre de Voir grand, le Forum de l'Action communautaire autonome. Plus qu'un simple événement, Voir grand représente un momentum unique visant à consolider le caractère politique du mouvement de l'Action communautaire autonome, mais aussi à rebâtir nos solidarités et nos alliances entre les différents acteurs du mouvement communautaire ainsi qu'avec nos alliés de la société civile. Fidèles à ce mouvement qui nous anime et face aux embûches posées sur notre chemin par la pandémie, nous avons dû faire preuve de résilience, de créativité et de débrouillardise pour vous concocter une programmation entièrement virtuelle, étonnante et ressourçante. Le mouvement communautaire, vous le savez, depuis plus de 50 ans, joue un rôle majeur dans la construction du filet social québécois. À maintes reprises, nous avons inspiré les gouvernements en inventant des modèles sociaux inédits et en influençant les lois et les politiques sociales. Toutefois, en raison du désengagement de l'État dans les services publics et les programmes sociaux, et aussi en raison du sous-financement chronique de la mission des organismes, l'équilibre entre la prestation de services alternatifs et l'action politique est parfois devenu difficile à conserver. Aujourd'hui, plus que jamais dans un contexte mondial qui accentue les inégalités, on doit se rappeler que l'Action communautaire autonome est un mouvement social et politique à part entière et que nous avons le droit d'aspirer à ce qu'il y a de mieux pour notre mouvement et pour la justice sociale afin de ne laisser personne derrière. Bien sûr, après des années de sous-financement, le gouvernement a besoin de renforcer la capacité d'agir des organismes et il en a maintenant l'opportunité avec son plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire, le PAGAC, dont la sortie est prévue ce printemps. Souhaitons que le gouvernement va saisir cette opportunité. À l'issue de ce forum, un projet de déclaration commune qui vise à réaffirmer nos valeurs et notre projet de société devrait émerger des activités. C'est alors que la RQAK va entamer une grande tournée pour poursuivre la réflexion et bonifier cette déclaration-là avec ses membres et les organismes de toutes les régions du Québec. Nous allons développer cette déclaration ensemble en 2021 qui coïncide avec le 25e anniversaire du RQAK et aussi le 25e anniversaire de la politique de reconnaissance de l'action communautaire. C'est donc un moment unique pour nous pour réaffirmer notre rôle de transformation sociale. Enfin, les constats qui vont découler du forum vont alimenter les priorités d'action du RQAK des prochaines années, assurément en tant qu'acteur engagé de ce mouvement et en tant qu'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action communautaire autonome. Il nous apparaît très important d'ancrer nos orientations et nos actions dans les réflexions, les rêves et les aspirations du mouvement de l'AK. Ensemble, osons voir grand pour l'action communautaire autonome. Je vous souhaite un excellent forum. Ça fait maintenant 374 jours qu'on est confinés pour 2 semaines. Entre-temps, l'exceptionnel est devenu le quotidien. On a tous passé au moins un anniversaire confiné. Des gens sont partis, des bébés sont nés. On a eu le temps de se trouver de nouveaux intérêts et de les abandonner. 2 fois. Un vocabulaire s'est glissé dans nos échanges mondains. Distanciation, couvre-feu, travailleurs essentiels, transmission communautaire, variant, zone rouge, présentiel. Ce mot-là est incroyable, présentiel. Premièrement, il existe juste depuis qu'il sert à rien. Et deuxièmement, c'était quoi le problème avec « en personne ». C'est le même nombre de syllabes, on le connaissait déjà, ça veut dire la même chose, puis mon autocorrecteur le change pas pour présidentiel. Si on avait adopté absentiel, ça fait du sens, j'aurais compris, parce que rarement l'absence n'a pris autant de place dans nos vies. On a vraiment pris la pleine mesure du pouvoir et des limites de nos écrans. Enfin, les boss ont été obligés d'admettre que 99,8% des réunions pouvaient, en effet, être des courriels. Que oui, le télétravail, c'est souvent faisable et efficace. Oui, les horaires peuvent être flexibles et c'est possible de s'adapter à la réalité des parents, des personnes éloignées ou à mobilité réduite. Mais il y a des choses qui nous semblaient toutes petites qui sont devenues énormes par leur absence. Une tablée d'amis, se prendre dans nos bras, un module au parc qui grouille d'enfants, une salle de spectacle bondée, une soirée karaoké. La dernière grande crise qui a eu lieu au Québec, ça a été celle du verglas. Des milliers de familles qui manquaient d'électricité, qui n'avaient pas de chauffage, des commerçants et des écoles qui ont dû fermer, des gens qui ont perdu leur emploi,
leur maison, des secteurs qui étaient inaccessibles, et alors les communautés se sont mobilisées pour s'entraider. Entre voisins, entre amis, entre proches, entre concitoyens, on se tendait la main et on veillait les uns sur les autres pour s'assurer que personne ne manque de rien. Le verglas avait privé les gens de beaucoup de choses, mais pas des autres. Fun fact, l'année du verglas, ça a été mon premier hiver québécois. Ouais, ma famille immigrante l'a passé isolée, loin de la famille éloignée, des amis et de tout réseau d'entraide. Et même si l'isolement qu'on vit présentement est différent, n'en demeure pas moins qu'en toute crise, c'est la communauté qui fait toute la différence. Aucune application sur nos cellulaires ne peut combler le vide laissé par la suspension des contacts humains. Moi qui suis très loin d'être une bébite sociale, j'ai pogné de quoi en frôlant par accident la main de la caissière à l'épicerie, puis Careless Whisper de George Michael s'est mis à jouer dans ma tête. On ignore encore les effets à long terme de cet isolement sur notre santé mentale et physique. Je lisais il y a quelques semaines un papier d'une Néo-Zélandaise qui habitait en Angleterre depuis quelques années, où elle vivait bien, mais qui a décidé à l'apparition du variant britannique de tout quitter pour retourner dans sa Nouvelle-Zélande natale. En Nouvelle-Zélande, un confinement total au printemps, la fermeture des frontières et une gestion efficace par le gouvernement ont permis de reprendre une vie somme toute normale dès l'été dernier. Après s'être isolée, avoir obtenu ses tests négatifs, la dame a rejoint la société et raconte avoir développé des symptômes de choc post-traumatique. Le simple fait de voir une foule dans les espaces publics, des gens sans masque qui se parlent et se touchent, partagent un repas, lui occasionnait du stress. Elle vivait de l'hypervigilance, mais aussi de la culpabilité d'avoir retrouvé une liberté qui était encore refusée au reste du monde qui était en pleine crise. Et on parle ici des conséquences sur une personne qui est privilégiée et qui n'a pas souffert outre mesure des mesures de la pandémie. Avoir une vie confortable, ça a certainement changé l'expérience qu'on a eue du confinement. On est dans la même tempête, mais on n'est pas dans le même bateau. Si les plus chanceux vont s'en tirer avec des séquelles, alors qu'est-ce qu'il en est des moins chanceux dans notre société? L'isolement, c'était déjà le quotidien de certaines personnes marginalisées qui ont vu leur situation empirer. Il y en a qui connaissaient déjà la précarité, d'autres qui l'ont rencontré. L'insécurité alimentaire s'est étalée. Le fossé s'est creusé en santé mentale. Les personnes handicapées et leurs familles ont vu se compliquer un accès déjà laborieux à du soutien. Et bien que c'était le fun de citer à tout vent Simone de Beauvoir qui nous avertissait qu'il suffirait d'une crise, l'effet dévastateur de la pandémie sur la condition des femmes n'a soudain plus rien de théorique. Les femmes ont été plus nombreuses à perdre leur emploi, ont assumé les 2/3 des tâches parentales, se sont occupées davantage des proches, sont majoritaires dans les emplois les plus exposés au risque du virus, vivent plus de stress en lien avec le risque de transmission communautaire, portent plus le masque, enfreignent moins le confinement et sont plus susceptibles qu'elles ne l'étaient déjà d'être violentées ou tuées par leurs partenaires. Je ne sais pas comment composer avec l'ironie d'un virus qui est plus dangereux pour les hommes, mais arrive quand même à faire reculer la condition des femmes. Et il s'en trouve pour dire qu'on est chanceuse dans le fond, puis que c'est exagéré de parler de misogynie chez nous quand on regarde ce qui se passe ailleurs. C'est généralement le même bozo qui nous casse les oreilles avec ses articulations quand il fait moins 25 au Québec. Come on, buddy. Tu ne trouves pas que c'est exagéré d'avoir mal aux genoux ici quand il fait moins 80 en Antarctique? Et parce qu'on recule plus vite qu'on avance, les demandes du milieu communautaire rencontreront de la résistance pendant la relance. On va nous dire qu'il faut d'abord relancer l'économie, que les coffres sont vides, qu'on fait déjà le maximum en des circonstances qui sont exceptionnelles. On entend souvent qu'il y aura un avant et un après COVID. Ce sera matière à examen dans les cours d'histoire. Qu'est-ce que la COVID a provoqué comme changement majeur au début du 21e siècle? Et on va être jugé par l'histoire pour la réponse qu'on va fabriquer. Nous traversons la pandémie avec les décisions de l'avant-COVID. Les générations futures vont affronter la prochaine crise avec les décisions que nous prenons maintenant. Notre après, ce sera leur avant. Je nous souhaite que ce qu'on vit présentement ait servi de prise de conscience collective sur les conséquences réelles des choix qu'on fait en tant que société. Le sous-financement du système public, la privatisation des soins, les conditions de travail du personnel de la santé, des services sociaux, du milieu scolaire, l'accès aux outils technologiques dans les milieux défavorisés et les régions éloignées, l'accès au logement et à des conditions de vie salubres, à de l'eau potable dans les communautés autochtones. J'espère que les générations qui nous étudieront seront terrassées d'apprendre qu'en temps de COVID, on pouvait mourir dans l'indifférence parce qu'on s'appelait Joyce Echaquan, qu'on pouvait finir sa vie seule dans sa couche souillée parce que la dignité rentrait pas dans le budget,
qu'il fallait un jugement de la Cour pour que les sans-abri soient exemptés d'un couvre-feu, que des gens étaient à la rue en plein hiver pendant que des bâtiments étaient vides, que malgré le profilage, la judiciarisation et la violence policière à l'égard des Premières Nations et des Inuits, un ancien policier a été nommé aux affaires autochtones, et qu'au lendemain de la détention injustifiée de Mamadi Camara, un homme blanc qui nie le racisme systémique a été mis à la tête de la lutte contre le racisme. J'espère que ce sera inconcevable pour eux parce qu'on se sera donné les moyens, aujourd'hui, de leur léguer un monde plus sensé, plus équitable et plus juste. Mais malgré toutes les failles qui ont été mises à nu dans la dernière année, je retiens le travail acharné du milieu communautaire pour continuer d'offrir des services à la population. Les milieux communautaires et syndicaux au Québec ont porté de nombreuses luttes au fil des décennies et provoqué des transformations sociales qui ont façonné notre société et pavé la route vers de meilleures conditions pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Et à mesure que différentes iniquités sociales sont mises de l'avant, qu'il s'agisse de l'urgence climatique, du racisme systémique, de la transphobie et autres enjeux trop longtemps restés dans l'ombre, vous êtes nombreuses et nombreux à les apprivoiser, à retrousser vos manches et à entamer de nouvelles batailles. Vous êtes un moteur du mouvement social, vous êtes notre pied dans la porte du statu quo et notre poing brandi face aux arènes du pouvoir. Les progrès du dernier siècle nous ont beaucoup ramenés à nos conditions individuelles. On a mis sur un piédestal la richesse et défini la réussite par les avoirs. Bien avant de passer nos vies sur Zoom, les relations humaines s'étaient déjà transformées de plus en plus et la communauté des récentes années se définissait de plus en plus par les liens virtuels plutôt que physiques. Le web est devenu une contrée sans frontières et sans répit où se heurtent des valeurs et des discours de plus en plus polarisés. Un espace où les violences du monde physique sont exacerbées et tolérées au nom de la sacro-sainte liberté d'expression. Bien sûr, il s'est aussi créé dans le Far West du Web 2.0 des solidarités, des communautés de soutien, des safe spaces pour échanger sur différentes réalités. MeToo n'aurait pas pu prendre les mêmes proportions dans cet univers virtuel chaotique, sans cet univers virtuel chaotique, mais trop de luttes peinent encore à se traduire en solidarité et en changement circonstanciel dans le monde physique. On ne fait pas des projets de société avec des communautés où chacun parle au jeu. Les sociétés occidentales ont pris l'habitude du confort individuel et vous faites le travail essentiel de nous rappeler que même riches, nous demeurons démunis sans bien-être collectif. Ce que l'on a ne vaut pas grand-chose si ça n'améliore pas qui l'on est. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci de vous battre pour qu'ensemble, on aille loin. C'est parce que vous voyez grand que nous nous sentons moins petits. C'est parce que vous êtes à l'affût que la lumière est mise sur nos parts d'ombre. Voir grand, c'est prévoir au-delà de ses moyens du moment. Et alors que chaque progrès est ramené à son coût en dollars, vous vous entêtez à ramener les calculs à échelle humaine. La conviction profonde qui vous habite et selon laquelle nous sommes capables de faire mieux nous force à l'introspection et nous pousse à l'action. Je me considère privilégiée d'être tributaire des acquis du passé, mais plus privilégiée encore d'être à vos côtés pour façonner les acquis du futur. C'est un honneur pour moi d'animer ce forum du Réseau québécois de l'Action communautaire autonome et merci à vous tous et toutes de militer pour la bienveillance systémique. Maintenant, j'aimerais passer la parole à nos intervenantes qui nous ont fait l'honneur d'être ici présentes aujourd'hui pour échanger. Et j'aimerais commencer par Évelyne Couturier, qui est chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Bonjour, Évelyne. Bonjour. Bonjour. Et merci pour cette introduction. Merci pour ce monologue. Moi, aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai été invitée à parler, c'est parce que l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qui est un institut de recherche basé à Montréal qui travaille sur des enjeux de justice sociale, d'économie, de féministes, plusieurs sujets comme ça. On a été approchés par l'Observatoire de l'ACA pour faire un sondage sur les impacts du confinement, de la pandémie sur les groupes communautaires, particulièrement sur le premier confinement. Donc, on pourrait dire celui qui s'échelonnait de mars à fin mai, mars à juin. Alors, on a essayé de voir comment on pouvait faire pour cartographier ça. Et le défi, c'était de trouver un équilibre entre le désir d'être exhaustif, d'avoir le portrait le plus général possible, mais aussi que ce soit un questionnaire que les gens puissent répondre, que ce ne soit pas trop aberrant et épeurant. On a trouvé un compromis à 78 questions, donc ce n'est pas un petit questionnaire. Et ces 78 questions-là contiennent plusieurs déclinaisons. Fait qu'au final, je me suis retrouvée avec un document qui fait 549 colonnes. Donc ça, c'est 549
données indépendantes à étudier. Et pour faire le travail de façon intéressante et rigoureuse, il a fallu que je fasse certaines adaptations de ces variables-là. Et donc, j'en ai créé quelques 400 plus colonnes. Alors, je me retrouve avec un document d'environ 1000 colonnes à analyser. Donc, c'est un travail titanesque, c'est énorme, mais ça nous permet quand même de voir des choses intéressantes. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, je ne vous présenterai pas l'ensemble des 1000 colonnes. Je vais choisir les données que je vais présenter. La première chose qu'on peut parler quand on parle de ce sondage-là, c'est la représentativité. Donc, on essayait de sonder les groupes de l'ensemble du Québec. Et si on y va par représentativité régionale, on a réussi à avoir quelque chose de très intéressant, à avoir relativement le portrait du Québec dans les groupes communautaires. Donc, bien sûr, Montréal est le plus présent. C'est à Montréal qu'on trouve le plus de groupes communautaires, mais on a réussi à avoir des réponses de l'ensemble du Québec. Donc, on a 742 groupes communautaires qui ont répondu à l'ensemble des questions, qui ont terminé le questionnaire. Et ça représente toutes les régions, même le nord du Québec. On a eu plusieurs organismes du nord du Québec qui ont répondu. Donc, ça me rend très fière. Si on regarde la représentativité plus au niveau des secteurs ou des ministères port d'attache, là, les gros ministères, les gros secteurs ont été beaucoup mieux représentés et les plus petits ont été plus difficiles à aller chercher. Puis là, j'accuse la force des réseaux. Donc, c'est sûr que les milieux où il y a beaucoup de groupes communautaires dans le même secteur, bien, il y a eu un certain réseautage, il y a eu un certain transfert du lien et on a vu que ces groupes-là répondaient plus, alors que les groupes qui sont plus isolés, bien, on a eu plus de misère à les rejoindre. Donc, je vais vous épargner le portrait parce qu'on a séparé le questionnaire en deux parties principales. D'abord, un portrait de que sont les groupes communautaires avant la pandémie pour avoir un espèce de baseline, pour avoir un point zéro à comparer avec la deuxième partie qui est l'effet du confinement sur les groupes communautaires. Donc, je vous épargne un peu la première partie pour aller au plus important de cette section-là, c'est-à-dire les principaux défis. Donc, quels étaient les principaux défis des groupes communautaires avant la pandémie? Il y en a deux qui ressortaient de façon vraiment marquée et c'est les ressources humaines et le financement. Donc, essayer d'attirer et de retenir des travailleurs, des travailleuses, ça, c'est un gros défi pour les groupes communautaires en temps normal, si on peut dire, et le financement. Et là-dessus, une donnée qui est intéressante, c'est qu'à peu près le 3/4 des organismes communautaires disent avoir besoin de plus de financement pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et de ces 75 %, le tiers ont besoin de 50 % ou plus des revenus qu'ils ont déjà. Donc, on voit qu'il y a un besoin financier qui est très, très important, puis pour énormément de groupes. Pendant la pandémie, donc, on n'a pas besoin, Manal a fait un beau portrait des conséquences de la pandémie sur tout le monde, sur les gens, sur leur vie personnelle. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller là-dedans trop en détail. Mais regardons qu'est-ce que ça a changé pour les besoins des populations concernées par les groupes communautaires, ce que les groupes communautaires ont vu dans les besoins. Et ce qu'on a vu, une des choses, c'est la difficulté de rejoindre du monde. Donc, on est tous isolés, chacun chez soi. C'est très difficile d'aller rejoindre les personnes avec qui on essaie de faire des activités, donner des services. Et il y a 3 groupes en particulier qui ont été difficiles à rejoindre. Les personnes qui sont en situation de pauvreté, les femmes et les jeunes. Donc, c'est 3 groupes qui ont été particulièrement affectés par la pandémie aussi. Manal en a parlé. Les femmes ont eu une tâche qui a été beaucoup alourdie tant au travail qu'à la maison. Les jeunes ont eu leur parcours scolaire, leur parcours socio-affectif affecté. Les personnes en situation de pauvreté ont souvent été oubliées. On a plus parlé justement des travailleurs, des travailleuses, des gens en télétravail, mais qu'en est-il des personnes qui sont en situation de pauvreté? On en a très peu parlé, mais ils ont été très affectés. Donc, difficile de rejoindre ces populations-là. Il y a eu une augmentation dans la communauté de l'isolement, de l'anxiété, et les groupes communautaires ont ressenti cette augmentation des besoins de base, des besoins de soutien, des besoins de référence, mais aussi des nouveaux besoins ou des besoins qui sont devenus encore plus pointus. Le besoin de briser l'isolement, par exemple. Les groupes communautaires ont ressenti ça. Les besoins de comprendre, d'être accompagnés dans les nouvelles mesures sanitaires qui changeaient régulièrement. Puis le besoin de lieux sécuritaires. Donc, on pense par exemple aux femmes qui sont victimes de violences conjugales. Bien, les groupes communautaires avaient de la misère à trouver comment trouver l'équilibre dans la distanciation sociale, les mesures sanitaires et offrir des lieux sécuritaires aux gens qui en avaient besoin. Fait que ça, c'est les besoins qui ont changé, mais le travail aussi a changé. À peu près 75 %, le 3/4 des organismes communautaires ont réorganisé leurs tâches et leurs activités.
Et plus de 50 des organismes communautaires ont été obligés d'arrêter complètement ou de réduire leur offre de services. Et ça, c'est surtout vrai pour les organismes de base, parce qu'on a regardé vraiment pour les organismes de base et les regroupements. Fait que si on regarde à l'inverse qui a augmenté les activités, qui a augmenté les offres de services, bien seulement 11 des organismes de base ont dit qu'ils ont augmenté leurs services, alors que plus du tiers des regroupements ont dit avoir travaillé plus pendant le confinement. Dans le cas des mises à pied et des réductions d'heures, 2 raisons ont principalement expliqué pourquoi on a réduit les heures ou mis à pied des personnes. C'est la diminution des activités, d'une part, mais aussi l'augmentation de la charge familiale. Fait que là, on revient avec l'idée que les femmes ont été particulièrement affectées par la pandémie. Un autre aspect qui a été remarqué, c'est le grand manque d'espace. Donc, il y a beaucoup de travail dans les groupes communautaires qui ont pu être fait en télétravail, mais le manque d'espace physique, l'espace pour avoir un bureau, mais aussi pour avoir un espace de confidentialité. Donc, il y a certaines parties du travail des groupes communautaires qui nécessitent de ne pas être en plein milieu d'un brouhaha de la vie quotidienne. Bon, l'espace physique a été déficient, mais encore plus l'espace mental, donc l'espace pour pouvoir réfléchir. Ça a été vrai pour l'ensemble de la population, mais pour les groupes communautaires en particulier. Ça a été difficile de planifier ou de planifier les activités. Ça a été une difficulté qui a été remarquée, mais aussi de prévoir une charge de travail qui était réaliste. Et ça a eu des conséquences importantes sur les travailleurs et les travailleuses, surtout les travailleuses, on va se le dire, c'est surtout féminin, les groupes communautaires. Ça a été un impact négatif sur le sentiment d'accomplissement, puis aussi, on revient toujours à ça, sur l'équilibre travail-famille, qui a été un enjeu important. Côté financement, presque toutes les levées de fonds ont été annulées ou faites à très petite échelle. Donc, on l'a dit tantôt, les groupes communautaires ont un grand défi sur le financement. Bien, une certaine partie de leur financement a été encore plus difficile à aller chercher. Par contre, le financement à la mission, donc le financement qui vient des ministères, a été relativement stable et on a réussi à avoir pour le financement hors mission, donc des autres bailleurs de fonds que les ministères, à peu près un groupe communautaire sur 5 a connu des pertes et un groupe communautaire sur 5 a connu des gains. On voit qu'il y a quand même une certaine variabilité, mais ce n'est pas la majorité des groupes communautaires qui ont connu des pertes. Si on décline ça dans les différentes sources de revenus, bien, les municipalités ont maintenu leur financement. Il y a une stabilité dans le financement des municipalités. Le fédéral a augmenté, puis on a vu avec la quantité de programmes de subventions que les groupes communautaires auxquels les groupes communautaires ont pu avoir accès. Donc, le financement fédéral a augmenté. C'est plus du côté des fondations privées et des autres sources de financement qu'on n'a pas nommées dans la recherche. Il y avait la catégorie autre. Donc, la catégorie autre et la catégorie fondation privée, c'est là où est-ce qu'on a eu les plus grandes diminutions de revenus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les groupes communautaires en situation de pandémie et en situation de pandémie qui dure et on espère un jour s'en sortir? Bien, les groupes communautaires ont connu des défis, ont été mis face à des défis qui étaient importants, mais ont aussi eu une force de résilience importante et ça c'est important de le nommer. Il y a eu une diminution des activités pour un bon nombre des groupes, mais il y a aussi eu un soutien public qui a été maintenu, ce qui nous donne une certaine stabilité financière pour les groupes communautaires, mais une stabilité financière que j'appellerais douce amère, parce que c'est une stabilité financière au prix d'être moins capable de répondre aux besoins des groupes, d'avoir une charge mentale, une charge de travail énorme, la difficulté à avoir un équilibre travail-famille, l'espace mental déficient. C'est pas une stabilité financière qui est une force pour l'avenir, c'est plus, dans le pire des moments, on réussit à avoir certains moments, certaines lueurs d'espoir, à peine. Les principaux défis que les groupes communautaires ont nommés pour la période de confinement, pour maintenant, donc on a vu qu'avant le confinement, c'était les ressources humaines, c'était le financement. Maintenant, c'est beaucoup plus varié. C'est encore le financement, c'est encore les ressources humaines, mais il y a d'autres éléments qui émergent, notamment la mobilisation et le recrutement. Donc là, on l'a vu, c'est difficile de rejoindre les gens, des gens qui ont des grands besoins, des besoins qui sont différents. Comment est-ce qu'on fait pour aller les rejoindre? La question de l'adaptation des activités. Les mesures sanitaires évoluent, mais demeurent. Comment est-ce qu'on peut faire pour
encore là, dans les besoins qui sont particuliers, dans la difficulté d'aller rejoindre les gens, comment est-ce qu'on peut faire des activités pour répondre à ces besoins-là, mais aussi la question de la santé mentale et de l'épuisement. Et ça, c'est vrai tant dans la population en général est épuisée et est à la limite de sa santé mentale, voire dépassée, mais aussi dans les équipes de travail, dans les travailleurs et travailleuses qui doivent répondre à ces besoins-là si on a des problèmes d'épuisement, d'espace mental, de charge de travail, d'équilibre travail-famille, comment est-ce qu'on peut faire pour faire ce travail-là. Donc, c'est ça qu'on a vu dans notre sondage. Puis pour connaître l'étendue du reste, il va falloir attendre notre sortie en mai. Merci beaucoup, Evelyne. On va revenir tout à l'heure sur... Il y avait beaucoup d'informations intéressantes là-dedans. On va revenir là-dessus pendant la discussion, mais pour l'instant, j'aimerais passer la parole à Alice Lepetit, qui est responsable de l'Observatoire de l'ACA. Bonjour, Alice. Bonjour, merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être présenter rapidement ce qu'est l'Observatoire de l'ACA. Dans le fond, l'Observatoire de l'ACA est un projet de recherche par et pour le communautaire qui a été initié dès le début de la crise de la COVID par 2 regroupements, le Réseau québécois d'action communautaire autonome et la Table nationale des corporations de développement communautaire, pour documenter les impacts de la crise sur les groupes d'action communautaire autonome au Québec. Puis pour ça, on a lancé plusieurs volets de recherche, mais dont 2 principaux. Un volet quantitatif, dans le fond, avec toute la collaboration sur le sondage de l'IRIS, dont Evelyne vient de présenter les premiers résultats. Puis on a effectivement très hâte d'avoir l'étude dans son entier au mois de mai. Mais on a aussi lancé un volet qualitatif au cours des derniers mois pour essayer d'avoir justement des explications aussi autour des chiffres, autour de ces données-là, essayer de voir comment les groupes ont vécu la crise. Donc on a tenu 15 de discussions, 4 au mois de novembre dernier et 11, donc c'est ça, ça fait bien 15, 11 au mois de février. On a rencontré 97 personnes qui sont soit impliquées, soit travaillent dans le milieu communautaire. Et ces personnes étaient impliquées dans une diversité d'organismes. De notre côté, on n'a pas couvert toutes les régions du Québec, mais on en a 15 quand même qui ont été représentés dans les groupes et 22 secteurs d'action communautaire. C'est sûr qu'il y a des groupes qu'on a moins rejoints, mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler par la suite. Donc, avant de vous présenter les premières données, je tenais peut-être à prendre le temps quand même de remercier toutes ces personnes qui nous ont donné du temps dans une période qui est particulièrement difficile pour les gens et pour les groupes en général. C'est très précieux là, le temps qu'ils nous ont donné. Ça va me permettre de vous donner quelques informations intéressantes ce matin. Puis je tenais à remercier aussi Julie Nicolas, qui est l'agente de recherche avec laquelle on a travaillé dans le fond pour ces groupes de discussion. Puis c'est ces analyses-là que je m'apprête à vous présenter dans les quelques minutes que j'ai. Donc, qu'est-ce qui se dégage, en tout cas, des premières analyses? Là, on est loin d'avoir terminé, nous aussi, d'avoir étudié tout ce matériau-là. Là, les retranscriptions ne sont pas toutes faites encore, mais à première vue, on a des éléments qui se dégagent par rapport au contexte dans lequel les groupes ont vécu la crise dans la dernière année. Manal le disait dans sa présentation, je pense, de cette façon-là, si on était tous et toutes dans la même tempête, on n'était certainement pas dans le même bateau. Tu l'as bien montré pour les personnes qui ont été très inégalement touchées par la crise, mais c'est vrai aussi pour les groupes communautaires, dans le fond, dépendamment de leur territoire d'action, des populations qu'ils rejoignent, bien évidemment, mais aussi de leur secteur d'intervention, de leur niveau de revenus, de leur capacité à s'équiper aussi au niveau technologique. Tous les groupes n'étaient pas prêts à passer du jour au lendemain à travailler en virtuel. Donc, tout ça, ça a créé quand même des disparités dans la façon dont les organismes ont vécu la crise. Ensuite, un autre élément marquant du contexte, c'est que les groupes nous ont beaucoup partagé des obstacles administratifs et réglementaires qu'ils ont pu vivre au cours de la dernière année, notamment toutes les mesures sanitaires et les consignes gouvernementales étaient souvent peu claires et elles étaient souvent inadaptées par rapport aux réalités des groupes. Beaucoup de groupes ne savaient pas s'ils étaient considérés comme des services essentiels, s'ils devaient rester ouverts, fermés, s'ils s'exposaient aussi à des sanctions légales s'ils restaient ouverts. Donc, il y avait tout un flou au niveau de qu'est-ce qui s'appliquait par rapport aux groupes qui a été très difficile à gérer sur le terrain. Et les groupes nous ont aussi partagé un stress administratif qui aurait pu, dans bien des cas, être évité. Puis je vais prendre qu'un exemple, c'est celui des assemblées générales annuelles. Beaucoup de groupes sont tenus de faire des AGA pour pouvoir, ça fait partie de leur reddition de comptes régulière. Mais les consignes ont été ont été clarifiées très tard par le gouvernement
à savoir si les groupes étaient tenus de maintenir leur AGA ou pas en présentiel ou en virtuel. Donc, les groupes se sont ajustés, mais ça a été énormément de stress pour eux dans une période où mettons que la réponse aux besoins urgents des populations était certainement la priorité. Malgré ça, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est que les groupes se sont adaptés de façon extrêmement rapide. Pour des groupes qui ont souvent, Evelyne en parlait, là, des enjeux de sous-financement chronique, on va se le dire, donc très peu de ressources par rapport aux besoins auxquels ils doivent répondre. En l'espace de quelques jours, ce qu'on a vu dans les groupes de discussion, c'est qu'ils ont réagi au choc. Après, c'est sûr qu'il y a eu des adaptations tout au long de la crise, mais réorganiser le travail, prendre contact avec la population, proposer une première réadaptation des activités, ça a pris quelques jours dans la grande majorité des cas, ce qui est quand même assez incroyable. Ça m'amène à vous parler un peu de l'adaptation justement de l'action des groupes en tant que telle. Donc, Evelyne en parlait tantôt, un des éléments importants, c'est que les groupes ont joué un rôle de transmission et de traduction de l'information essentielle auprès des populations qu'ils rejoignent. Au niveau des consignes sanitaires, au niveau des mesures gouvernementales en place, ça a été un rôle important qui a été joué par les groupes sur le terrain. Puis, ils ont développé toutes sortes de nouveaux moyens de communication aussi pour rejoindre les personnes. On parlera de Montréal-Nord tantôt, mais je pense que c'est à Montréal-Nord que des camions ont sillonné les rues avec des haut-parleurs, par exemple, pour rejoindre les personnes. Il y a eu des kiosques dans les parcs, du tractage, dans les boîtes aux lettres, toutes sortes de moyens un peu innovants pour rejoindre les gens. Evelyne aussi en parlait tantôt, on a eu une transformation radicale des activités régulières, là. Parfois une diminution aussi parce que les groupes ne pouvaient pas nécessairement maintenir du présentiel. Mais on a eu aussi des nouvelles activités qui n'ont pas toujours été très visibilisées. Nous, on l'a entendu beaucoup dans les groupes de discussion, des groupes qui ont identifié des besoins et qui ont répondu immédiatement, quand bien même ce n'était pas pile dans leur mission initiale. Par exemple, on a entendu des groupes d'alphabétisation faire du soutien psychosocial. Parce que veut ou veut pas, en rejoignant les gens, ils se retrouvaient à communiquer avec des personnes en détresse, donc à faire du référencement, donc à répondre à des besoins essentiels alors que les groupes n'étaient pas nécessairement outillés pour ça. Et ça, il y a eu toutes sortes de nouvelles ou de nouvelles activités comme ça, des services de livraison aussi qui se sont mis en place, qu'il va falloir documenter, visibiliser, voir comment on les pérennise aussi dans le temps et comment on reconnaît ces nouvelles activités-là, parce que on a entendu une contradiction dans les focus group qui est que souvent les groupes disent on a dû réduire nos activités régulières, mais on a un épuisement de nos équipes de travail. Fait qu'il y a cette contradiction-là et elle vient du fait qu'il y a probablement beaucoup de choses qui n'ont pas été visibilisées encore. Ce qui m'amène un peu à ma conclusion, qui est que, en fait, j'ai deux conclusions. Mais la première chose qu'on voit dans les groupes de discussion, c'est que les groupes communautaires, d'action communautaire autonome, et le gouvernement ont eu des approches très différentes de la crise. D'un côté, le gouvernement a privilégié, on l'a vu dans nos villes, l'imposition de règles et de sanctions. Alors que les groupes travaillent avec des approches très différentes, d'éducation populaire, de réduction des méfaits aussi dans la plupart des cas, donc donnent aux populations les informations dont elles ont besoin pour pouvoir faire des choix en connaissance de cause. Donc on a des approches très différentes du risque sanitaire entre les groupes et le gouvernement. Autre exemple, le gouvernement, on l'a vu dans nos villes, a mis beaucoup l'accent sur les comportements individuels dans cette crise pour pouvoir prévenir le risque de transmission, alors que les groupes travaillent à un niveau beaucoup plus structurel. Ils travaillent à l'amélioration des conditions de vie des personnes, ils travaillent à ce que tout le monde ait accès à un revenu décent, à un logement adéquat. Et on sait que le revenu et le logement sont des facteurs importants de transmission du virus. On a vu très peu de choses faites par le gouvernement sur ces facteurs structurels-là. Donc là encore, l'action des groupes a été essentielle pour ramener aussi l'importance de l'amélioration de ces conditions de vie. Et on l'a vu aussi, le gouvernement, dans ces mesures, a eu beaucoup d'angles morts. Pensons, par exemple, à l'impact du couvre-feu sur les personnes en situation d'itinérance. Là encore, effectivement, il a fallu que ça passe en cours, mais avant ça, il a fallu que des groupes communautaires lèvent le flag en disant « voilà ce qui est en train de se passer sur le terrain, il faut que vous réagissiez ». Donc, tout ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre que les groupes ont eu un rôle essentiel pendant la crise. Et ça m'amène aussi à un deuxième élément de conclusion, c'est que, comme le disait aussi Evelyne, c'est vrai que les groupes ont eu ont eu une capacité d'adaptation et de résilience incroyable. Ils ont eu... Juste un exemple, un truc qui nous a marqué dans les groupes de discussion, la plupart des groupes nous ont parlé de la pénurie d'accès à du matériel de protection, des éléments de base comme l'accès à des masques, à du matériel désinfectant, ça n'a pas été évident pour des groupes dès les premiers mois. Là. Fait que c'est pour dire à quel point ça a été quand même des défis à relever de gérer le risque sanitaire, mais pourtant ils ont réussi à s'adapter de façon incroyable.
Ceci dit, ça s'est fait au prix de 2 choses importantes. Premièrement, les groupes nous ont parlé d'un sentiment de perte de ce qui fait le cœur ou l'ADN de l'action communautaire autonome. Parce que la mission des groupes, Manal, tu l'as dit aussi en introduction, c'est la transformation sociale. Ce n'est pas seulement de répondre à des besoins de base ou de donner des services. Les groupes animent une vie associative, créent des espaces de reprise de pouvoir où les personnes qu'ils rejoignent ne sont pas des bénéficiaires de services, ce sont des personnes participantes. Et tout l'aspect activité associative, activité informelle aussi et sociale qui permettent de créer du lien de confiance ont été extrêmement affaiblis par la pandémie. Et ça va être un enjeu pour les groupes parce que c'est une partie importante de leur identité. Et puis la deuxième chose qui a été sacrifiée aussi pendant la crise, puis Evelyne en a très bien parlé dans les chiffres, c'est les équipes de travail, la santé physique et mentale des travailleurs, travailleuses, mais aussi des personnes bénévoles qui s'impliquent pour faire vivre le milieu communautaire, parce qu'on a entendu énormément d'épuisement, on a entendu beaucoup d'exposition au risque aussi, puis une perte de sens dans un travail qui a été extrêmement transformé par la crise. Donc ça fait vraiment partie des choses aussi qu'on va documenter avec le projet de l'Observatoire. Merci beaucoup, Alice, pour cet état des lieux du milieu communautaire. Je passe maintenant la parole à Isabelle Heck, qui est professeure associée à l'UQAM, chercheur et responsable de l'incubateur universitaire Parole d'Exclus. Bonjour, Isabelle. Bonjour, merci beaucoup Manal. Alors, après ces 2 présentations qui nous dressent un portrait sur les effets de la pandémie à l'échelle du Québec, moi je vous amène à Montréal-Nord, qui est un quartier de la métropole très, très diversifié, très, très jeune, mais qui était très fortement affecté par la COVID. C'est un quartier qui est déjà touché par beaucoup de dynamiques d'exclusion et de pauvreté depuis des années. Et aujourd'hui, on n'est pas loin des 10% de la population du quartier qui a été infectée par la COVID-19. Donc, moi, je parle au nom de l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus aujourd'hui, donc, qui est un dispositif de recherche qui est en fait ancré à Montréal-Nord depuis une bonne dizaine d'années. On fait des recherches-actions avec les partenaires, les citoyens, on documente les réalités vécues et on contribue aussi vraiment comme partie prenante aux transformations sur ce territoire-là. Et je dirais qu'on a beaucoup bâti sur ce lien-là qu'on a établi dans les dernières années pour faire cette recherche dont je vous présente quelques résultats aujourd'hui. Donc, depuis le début de la pandémie, les premières semaines d'avril, en fait, on a essayé de comprendre, au-delà de ces chiffres qui explosaient très, très rapidement à Montréal-Nord, quels sont les effets du confinement, de la pandémie sur la population, mais aussi sur les organismes du milieu. Donc, on a fait en tout près d'une quarantaine d'entrevues collectives et individuelles avec des intervenants d'organismes. On a joint aussi quelques citoyens. On a fait beaucoup de collectes un peu indirectes parce que c'était assez difficile de parler directement avec les citoyens dans leur situation d'urgence. Donc, on a beaucoup fait d'entrevues, en fait, avec des intervenants qui nous reflétaient leur journée, qui nous parlaient du vécu des citoyens. On a également intégré des espaces de concertation, des cellules de crise pour vraiment comprendre là, qu'est-ce qui se passe sur ce territoire-là. Notre but, c'était de sortir les résultats très, très rapidement. Donc, déjà au mois de mai, on a publié des fiches synthèses sur le blog de l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus pour rendre accessible, sensibiliser les gens et vraiment faire connaître ce qui émerge du terrain. Donc, autant les réalités vécues, on a publié des fiches sur la santé mentale, les consignes sanitaires, comment ils sont reçus dans le quartier. On a fait le portrait aussi de plusieurs organismes pour faire connaître leurs pratiques. Et troisième volet qui était vraiment important pour nous, c'est de comprendre les effets de la crise dans un contexte. Parce que être aussi fortement affecté par la pandémie, ça se comprend par la situation antérieure du quartier aussi. Donc, on a aussi publié des synthèses sur des enjeux qu'on avait documentés avant, par exemple l'accès aux services de santé, le contexte général de Montréal-Nord, des enjeux de racisme,
Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on veut lire les données du quartier. Alors, donc, qu'est-ce qui ressort de notre étude? D'abord, en termes d'effets sur la population, je pense que ça a été dit dans beaucoup de lieux, on constate vraiment une accentuation des enjeux qui étaient vécus avant la crise. Donc, le premier enjeu qui est sorti avec beaucoup de force, c'était la difficulté d'accès à l'alimentation, qui était déjà un problème avant la crise. Et ça a été... En fait, tout le monde, je pense que toute la population du Québec a été pris par cet enjeu-là, mais dans un contexte de précarité où on est dans un désert alimentaire, on est monoparental, où on a des problèmes de santé, ça devient encore plus compliqué d'aller faire les courses. Et la situation des familles monoparentales nous a particulièrement frappés. Dans certains secteurs de Montréal-Nord, il y a vraiment jusqu'à 50% des familles qui sont monoparentales. Donc, avec la pandémie, il y a la perte de plusieurs réseaux de soutien informels. Donc, on ne peut plus confier les enfants aux voisins ou à la famille élargie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller faire les courses? On ne peut pas amener les enfants, on ne peut pas les laisser seuls à la maison. Donc, c'est sur ces questions-là que le milieu communautaire était vraiment fortement interpellé. D'autres enjeux qui sont ressortis beaucoup, ça a été nommé la santé mentale. À Montréal-Nord aussi, la fracture numérique a déjà été difficile avant, mais ça a pris des proportions vraiment beaucoup plus grandes pendant la pandémie. Donc, fracture numérique, ça veut dire ne pas avoir accès à Internet, ne pas avoir l'équipement nécessaire ou ne pas avoir les connaissances aussi, comment se servir d'une tablette ou d'un ordinateur. Donc, ça a des conséquences sur l'isolement. Ça a eu des conséquences sur la continuité pédagogique lorsque l'école était fermée. Et à cela s'ajoutent aussi des conditions de plus grand surpeuplement dans les logements, plus grande densité résidentielle. Donc tout ça, ça a vraiment des impacts multiples dont je pourrais parler très longuement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment sur l'ensemble de ces enjeux-là que le milieu communautaire a été fortement interpellé. Donc, comment il a réagi? Très rapidement, comme dans d'autres quartiers, il y a des cellules de crise qui se sont mises en place, qui étaient un peu un lieu là, pour refléter les réalités du terrain et engager un dialogue aussi avec la santé publique et d'autres institutions. Le milieu communautaire a réagi extrêmement rapidement. Il s'est réajusté très, très, très vite. Et ils étaient vraiment en avant-plan pour répondre aux besoins de la population, là où les institutions, étant donné leur structure, étaient un peu moins souples, on peut dire. Donc, rapidement, ils ont déployé des solutions pour, comme mes collègues m'ont dit, là, informer la population qu'ils se retrouvent dans des messages parfois contradictoires, sensibiliser, soutenir beaucoup. Donc, c'est ressorti aussi à Montréal-Nord, là, le besoin de soutien psychosocial, puis cet ajustement nécessaire où forcément on se trouve à donner du soutien psychosocial, même si ce n'est pas nécessairement dans nos habitudes. Il y a eu beaucoup de présence sur le terrain, malgré des locaux fermés, malgré le télétravail, pour soutenir les personnes, distribuer des aliments, distribuer du matériel sanitaire. Donc ça a été mis en place très, très rapidement. En fait, il y a plusieurs initiatives de Montréal-Nord, comme le camion hurleur là, que Alice a mentionné. Avec la fracture numérique et la diversité aussi à Montréal-Nord, c'était important à ce que chacun puisse entendre les messages de la santé publique. Donc, un camion, vraiment dès les premières semaines, là, sillonnait les rues du quartier et diffusait à travers un haut-parleur là, des messages dans plusieurs langues. Il y a eu des brigades de sensibilisation qui ont été déployées dans le quartier et qui ont été implantées ensuite aussi dans d'autres quartiers, tout comme le camion. Donc ça, c'était, on peut dire, des innovations là, qui ont été mises en place et qui ont vraiment fait leurs preuves. Un point sur lequel j'aimerais insister, c'est le rôle des citoyens.
Donc, beaucoup de locaux étaient fermés. Les intervenants se déplaçaient tant que possible sur le terrain. Mais ceux qui étaient, comme ma collègue Marie le dit souvent, nos yeux et nos oreilles sur le terrain, c'était des citoyens déjà mobilisés avant la crise, qu'on appelle aujourd'hui des citoyens relais, qui frappaient aux portes des voisins, qui prenaient leurs nouvelles pour savoir qui a besoin de quoi. Et ça, c'est vraiment beaucoup grâce à eux qu'un filet de sécurité la plus large s'est construit, qui a permis de joindre des personnes qui ne sont pas directement jointes par les organismes. Donc c'est vraiment, malgré toutes ces dynamiques d'exclusion, il y a vraiment une forte mobilisation, une forte solidarité en fait qui a émergé avec la crise. Donc, on a fait aussi un sondage à la fin mai, début juin, en collaboration avec la table de quartier de Montréal-Nord pour mieux comprendre l'effet de la COVID sur les organismes. Et là, ce qui nous a frappé et qui est différent des résultats que Evelyne nous amène, c'est qu'il y a plus de la moitié des organismes qui ont répondu, qui estiment rejoindre plus de personnes qu'avant la pandémie. Donc, malgré tous ces obstacles-là. Plus d'un quart a aussi élargi leur public cible et 2/3 ont mis sur pied des nouvelles activités ou services. Donc ça montre vraiment plusieurs forces des ajustements pendant la pandémie. Donc, une très, très, très forte capacité d'adaptation des organismes, une créativité pour répondre aux besoins urgents qui ont émergé, plusieurs réponses innovantes et beaucoup d'ouverture là pour revoir ces pratiques et les adapter à la crise. Ça témoigne aussi de beaucoup de souplesse et d'habileté pour rejoindre les personnes malgré tous ces obstacles, une vitesse dans l'ajustement. Et ce qui ressort de plus en plus comme un élément positif là, au fil du temps que la pandémie avance, c'est la collaboration accrue entre organismes, mais aussi avec l'institutionnel, même si les expériences varient à ce niveau-là. Au niveau des défis, c'est clair que le plus grand défi, c'est vraiment vécu par les organismes, là, c'est la pression sur les travailleurs. Il y a des attentes très, très, très élevées envers le communautaire. Cette accentuation des défis, ça amène aussi une charge émotive très importante pour eux. Et ça s'ajoute aussi le manque de ressources et qui est particulièrement criant à Montréal-Nord. Donc, il y a eu des études qui montrent que les organismes à Montréal-Nord sont vraiment sous-financés par rapport à d'autres quartiers et les besoins sont extrêmement grands. Les travailleurs aussi vivent la crise, même si c'est peut-être pas au même point, mais il y a tous ces éléments-là avec lesquels on doit composer. Et ce qui émerge aussi de plus en plus, et je vais conclure là-dessus, donc, on peut observer que pendant la première vague, en fait, tout le monde a répondu à l'urgence et a mis un peu les projets de base de côté. Avec l'été, il y a eu une envie de revenir à une certaine normalité. Et là, ça met encore plus de pression, en fait, sur le milieu parce que les réponses des citoyens n'ont pas diminué. Il faut continuer à répondre à l'urgence, mais on a envie de revenir à nos missions. Donc, il y a vraiment ce nœud-là à résoudre. Comment se positionner dans cette tension-là où il y a un impératif de répondre aux besoins urgents, mais en même temps, on sent l'épuisement des travailleurs, on sent le besoin de ne pas tout prendre sur nos épaules et d'interpeller aussi les pouvoirs publics sur leurs responsabilités parce que les organismes ne peuvent pas réduire seuls les inégalités et répondre à tous ces enjeux-là. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Alice et Evelyne. Donc, on apprend de ça la rapidité avec laquelle le milieu communautaire a réagi à la crise, l'énergie qu'il a mis à être présent, à être sur le terrain, alors que le gouvernement en était justement, comme tu disais, Alice, au niveau individuel. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que citoyen pour prévenir ce risque-là? Et les ressources n'étaient pas au rendez-vous pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là sur le terrain, que ce soit à Montréal-Nord, à Montréal en général, ailleurs au Québec.
Mais avant cette crise-là, le milieu communautaire faisait déjà des revendications et l'écoute était plus ou moins présente envers ces revendications-là. Donc, quelles revendications qui étaient déjà présentes, qui se faisaient déjà dans le milieu communautaire, auraient permis de faciliter la traversée de cette crise-là, auraient donné les outils au milieu communautaire pour mieux faire son travail auprès de la population? Mais je jump. OK. Mais ça fait partie des choses aussi. Je pense une fois que les analyses vont être plus avancées à l'Observatoire, on va essayer de voir ce serait quoi justement des recommandations pour renforcer le milieu en vue d'une prochaine crise. Mais un des trucs qui se dégage, puis je pense qu'Evelyne y a fait référence tantôt, c'est le financement mission. Une des revendications importantes du milieu communautaire, c'est d'avoir un financement pour les groupes à la mission, donc un financement régulier, stable, qui leur permet comme le nom l'indique, de remplir leur mission. Donc, il n'est pas un financement par projet, qui n'est pas un financement justement instable. Et en tout cas, nous, on l'a entendu dans les groupes de discussion, les groupes qui avaient un bon financement mission, où ce type de financement-là était celui qui a été le moins affecté par la crise. C'est ce qui a permis à des groupes justement de réorganiser leurs activités, de répondre à des nouveaux besoins sans avoir à surjustifier. Fait que c'est un financement qui quand même apporte une solidité face aux crises. Et ça, c'est une revendication historique du milieu communautaire, d'avoir des financements mission à la hauteur des besoins. Et c'est aussi une forme de reconnaissance de l'action des groupes, une forme de confiance qui vient avec un financement mission, c'est de dire on reconnaît que vous êtes essentiel et on vous finance pour ce que vous êtes, on ne vous finance pas pour telle petite chose. Fait qu'il y a la crise, elle confirme cet élément-là, en tout cas, dans ce qu'on a pu entendre. Bien, je dirais, comme on a vu dans notre sondage, les deux gros défis, c'était le financement et les ressources humaines. Puis, bien, ces deux choses-là sont liées. Si on a assez de financement, bien, on est capable d'engager des gens avec des bons salaires, avec des bonnes conditions de travail, etc. Et aussi avoir assez d'argent pour faire ses activités, faire la vie active de la communauté, la vie associative, etc., etc. Donc, si on a un très bon financement puis qu'on est capable d'avoir une équipe stable, mais à ce moment-là, quand arrive une crise, les gens ne sont pas déjà épuisés parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé de façon importante dans notre sondage, puis sûrement qu'on le voit mieux dans les rencontres ou avec le travail qui a été à Montréal-Nord. Mais avant la crise, il y avait déjà des équipes qui, côté santé mentale, côté épuisement, ils étaient déjà à leur limite parce qu'ils sont des trop petites équipes, parce qu'on leur demande une charge de travail immense, parce que leur salaire n'est pas à la hauteur du travail qu'elles font. Bien, si on a des équipes stables qui connaissent le terrain, qui sont bien payées puis qui ont des bonnes conditions de travail, si on a un financement qui est stable, qui permet d'avoir des locaux adéquats, de pouvoir financer ces activités, bien, c'est sûr que quand arrive une crise, c'est beaucoup plus facile. C'est sûr que quand arrive la crise, il y a peut-être justement un réajustement. Il y a certains groupes qui ont été en mesure de continuer de payer leur équipe de travail malgré une réduction de temps. Mais ça, c'est une force parce que ça fait que quand on est capable de remonter la côte, les équipes sont prêtes. Sauf que si on n'est pas capable de maintenir ces équipes-là, quand la côte, on est en haut, bien, il faut tirer l'équipe et les besoins jusqu'en haut aussi. Puis c'est quelque chose qui a été observé aussi à Montréal-Nord. Donc, toutes ces revendications-là qui avaient été faites avant sur la condition du quartier, sur l'accès au logement, sur toutes ces choses-là, finalement, quand la pandémie est arrivée, ça a mis comme un gros spotlight sur les problèmes qu'il y avait là. Mais quelles autres actions auraient pu être faites en amont pour qu'à Montréal-Nord, on ne se retrouve pas dans une situation où 10 % de la population a été infectée par la COVID? C'est énorme. Donc oui, vous avez dit qu'il y a beaucoup de ces des gens, des résidents de Montréal-Nord qui étaient des travailleurs essentiels, qui travaillaient aussi dans des métiers ou dans des emplois qui sont exposés au risque de la COVID. Mais c'est quoi les actions structurantes concrètement qui auraient permis d'améliorer la situation avant que ça n'arrive là? Il y en a énormément, là. C'est clair que on sait les conditions au début de la pandémie dans lesquelles les travailleurs essentiels étaient, ne leur permettaient pas toujours de bien se protéger. Donc ça, c'est toute la situation dans les services de santé, mais aussi dans les manufactures, les usines, etc. Après, je pense que la fracture numérique aussi est un enjeu très, très important qui a pesé très, très lourd sur la population et sur le milieu communautaire. Donc ça aussi,
le milieu communautaire a interpellé, sensibilisé beaucoup sur cet enjeu avant la pandémie, puis c'était certainement un obstacle très important, la mobilité. Aussi, donc, au début, le seul lieu où on pouvait se faire tester, c'était au centre-ville. Et dès les premières semaines, les intervenants du milieu ont dit, mais les gens de Montréal-Nord ne peuvent pas se déplacer jusqu'au centre-ville s'ils n'ont pas de voiture. Là, c'est 1 heure en transport en commun. Et en plus, à la télé, ils disaient, mais il ne faut surtout pas prendre les transports en commun, il faut marcher ou prendre la voiture. Puis il faut emmener les enfants, puis voilà. tout ça. Ouais. Donc, je pense que ça se situe vraiment à beaucoup de niveaux. Oui, absolument. Et Alice, bon, en fait, Evelyne parlait des groupes et des réalités qui ont été difficiles à rejoindre pendant la pandémie, donc les femmes, les jeunes, les personnes en situation de précarité. Alice, tu disais qu'il y avait aussi eu des groupes et des réalités qui ont été difficiles à rejoindre. Lesquels? Bien, il y a plusieurs types de groupes. C'est sûr qu'on a eu plus de mal à rejoindre à date. On sait qu'il y a une partie des groupes qui, justement, sont très peu financés, peu ou pas financés, donc ont peu de ressources. Par exemple, pas nécessairement des équipes de travail permanentes, des groupes qui font un travail essentiel, mais qui n'ont pas nécessairement les ressources qui vont leur permettre de prendre 1 heure pour répondre à un sondage ou 2 heures pour venir à un de nos groupes de discussion. Donc, les groupes on appelle plus en marge de l'ACA, pas parce que leur travail est moins essentiel, mais parce qu'ils sont moins structurés dans nos réseaux avec des ressources et tout ça. C'est un enjeu de les rejoindre dans la collecte de données. Puis deuxième, je dirais, type de groupe qu'on a moins rejoint, on le sait que les groupes qui rejoignent des communautés qui ont été particulièrement touchées par la crise, comme les communautés racisées, toutes les personnes aussi immigrantes ou à statut très précaire, et aussi les personnes LGBTQIA de plus. Les groupes qui rejoignent ces communautés-là, on ne les a pas beaucoup vus dans nos groupes de discussion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu du tout, mais comme on sait que c'est des communautés qui ont été particulièrement touchées par la crise, on souhaiterait vraiment voir du côté des groupes comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont réussi à les rejoindre, comment leur travail s'est ajusté face à ça. Et ça, à date, dans les groupes qu'on a eus, on n'en a pas eu énormément, donc on va essayer d'être proactive là, à l'Observatoire pour essayer d'aller les rejoindre davantage. Et puis, un autre, on sait aussi que les communautés autochtones, et notamment les personnes qui sont en milieu urbain, ont aussi vécu des enjeux, les personnes issues des communautés autochtones. Et là-dessus aussi, on sait que le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec a déjà documenté beaucoup comment les centres d'amitié ont vécu la crise au cours de la dernière année. Donc là, on essaie d'être en contact avec les regroupements qui ont documenté aussi ces réalités-là qu'on a moins, nous, dans notre projet de recherche. Puis beaucoup de ces études-là ou des choses qui ont été observées, c'est justement au début de la pandémie, dans les premiers mois, dans la réaction, comment le milieu communautaire réagit au fait que la crise est déclenchée, qu'il faut répondre aux besoins de la population, être sur le terrain, changer la façon dont on fonctionne, être présent en ligne aussi, puisqu'on ne pouvait plus être présent en personne. On ne dit pas présentiel, on dit en personne. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux éléments qui se sont ajoutés au fil de la crise? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qu'il fallait observer qui n'étaient plus dans la réaction, mais dans la continuité de cette crise-là? Nous, notre sondage, c'était vraiment sur ce moment-là de confinement, mais quand on regarde quels étaient les principaux défis des organismes après la crise, là, la question était vraiment sur le futur. C'était pas juste à partir du mois de juin, c'est quoi vos principaux défis? C'est aujourd'hui, maintenant qu'on est dans la crise, quels sont les principaux défis? Puis la question d'adaptation des activités, on entend parler qu'on va être dans une 3e vague. On a l'impression qu'on sortira jamais de ce... que le retour à la normale ne sera pas nécessairement la normale qu'on pense. Et comment est-ce qu'on peut trouver les activités pour avoir la vie associative, pour répondre aux besoins, pour rejoindre les personnes qui en ont besoin? Tout ça, c'est un énorme défi et c'est un défi que je pense qui est très peu reconnu par les bailleurs de fonds. J'ai l'impression que, puis je dis ça, je ne suis pas une experte du tout dans les subventions, mais j'ai l'impression qu'on finance la mission, on donne un financement de base pour maintenir les activités, mais ce temps de réflexion pour qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, comment est-ce qu'on peut s'adapter de façon pérenne, ça, c'est un défi dans lequel les groupes sont et je ne sais pas à quel point ils ont l'espace physique, mental, financier pour pouvoir faire ce travail-là. Absolument. En fait, nous aussi, on a documenté de façon très intense la première vague. Et
disons, au mois de juillet, on allait continuer à faire nos entrevues, puis parler avec les citoyens, mais les gens étaient un peu dans un ras-le-bol de la COVID aussi, donc les gens n'avaient plus envie de revenir sur l'expérience du printemps. Et ça, on l'a pris comme un signe. On a vu que les organismes et les concertations aussi commençaient à vouloir revenir là à leur projet de base, repenser, je ne sais pas, faire les planifications stratégiques, etc. Donc, il y a ce désir de retour à la normalité. Pendant l'été, il y a quand même beaucoup d'activités qui sont faites à l'extérieur, avec moins de monde, une distanciation, etc. Donc, il y a des bribes de cette nouvelle normalité qui sont là, mais de notre côté, on poursuit en fait l'étude, puis on essaye de faire ce bilan-là collectivement avec les acteurs-là pour retrouver un certain équilibre et mieux rebondir de la crise, en fait. Oui, puis ça va prendre du temps, de toute façon, avoir toutes ces données-là sur l'ensemble de la crise, puisque ça change. L'exceptionnel est devenu le quotidien, mais il y a des conséquences qui sont à plus long terme qu'on ne verra pas nécessairement maintenant, sur lesquelles il faudra se pencher plus tard. On a des questions du public. Donc, Hélène Gelin de l'organisme PER dit « Les travailleurs, les travailleuses du milieu communautaire vont-ils être de retour au sein des organismes après la pandémie? Il semble difficile de recruter présentement. » Qu'est-ce que vous en pensez? C'est effectivement un défi. Puis, comme le disait, je pense, Evelyne, qui précède aussi la crise, les conditions de travail dans le milieu communautaire sont pas bonnes. Je sais pas comment le dire autrement. C'est pas attrayant nécessairement. Pas nécessairement. Ouais. Puis c'est structurel dans le sens où c'est pas parce que les groupes traitent mal les gens, c'est parce qu'il y a tellement un problème de sous-financement chronique que c'est difficile d'assurer des conditions de travail qui ont de l'allure à des personnes. Donc, souvent, les gens aussi sont là par j'aime pas trop le terme de vocation, mais parce qu'il y a du sens dans leur travail, sauf qu'à un moment donné, ça a ses limites. La vocation est utilisée pour, justement, ne pas donner les justes ressources qui sont nécessaires. On l'a vu, il y a une perte de sens. Toutes les personnes, on a toutes les trois nommées pendant la pandémie, on a eu une perte de sens, une perte du sentiment d'accomplir quelque chose. Ça, ça joue aussi. Ça joue aussi, effectivement, parce qu'un des éléments souvent qui maintient les personnes, c'est justement parce qu'elles ont l'impression que ça fait du sens ce qu'elles font, et ça a fait du sens, mais quand les conditions, la relation d'intervention, quand les milieux de vie dans lesquels on travaille sont complètement transformés, c'est sûr que ça prend le bord aussi. Alors après, au-delà de cet aspect un peu négatif et apocalyptique, on a aussi entendu beaucoup dans les focus group que les équipes de travail étaient très solidaires, ont été un espace de ressourcement. Il y a eu aussi beaucoup d'adaptation des conditions de travail. On a entendu des gens qui ont dit, nous, on a laissé les travailleurs, travailleuses faire les heures qu'elles pouvaient. Et on a entendu des ajustements aussi qui témoignent du fait que les groupes ont des valeurs puis essaient de les appliquer aussi à leurs équipes de travail, mais ça se fait dans un cadre financier qui est très contraignant. Donc, c'est sûr que ça, c'est un enjeu. Si on veut solidifier le milieu, il faut s'assurer que les conditions de travail puissent être vraiment plus à la hauteur pour tout le monde, là. C'est quelque chose qui peut être généralisé à plusieurs domaines qui étaient en première ligne pendant la pandémie, que ce soit le milieu de la santé, de l'éducation, etc., cette perte de sens qui est ressentie parce que finalement, on avait beau mettre sur un piédestal pendant très longtemps les métiers qui sont hautement rémunérés, etc., en temps de crise, les personnes dont on a besoin, celles qui rapportent le plus à la société, c'est justement des milieux où les conditions de travail sont très difficiles, très précaires. Donc, c'est difficile de recruter. Puis on le voit en ce moment avec les infirmières, donc toutes ces personnes qui ont quitté le milieu de la santé. Et c'est difficile d'en recruter de nouvelles parce que c'est pas des conditions attrayantes. Donc, on voit vraiment une nécessité de réforme qui doit pas nécessairement venir du milieu communautaire, mais du gouvernement, du politique, de l'investissement et de la valeur qu'on accorde à cette contribution-là. Et justement, Mathieu Noël, qui est un militant, demande, les groupes étant plus sollicités que jamais et étant toujours en manque de moyens, de quelle façon pourraient-ils assumer leur rôle politique? Mais ça fait partie des choses aussi effectivement des enjeux. On a vu que tout le volet action politique, mobilisation collective a été difficile à maintenir dans la dernière année parce que c'est difficile de mobiliser des personnes quand elles ont de la misère à répondre à leurs besoins de base, premièrement. Donc,
de faire de l'éducation populaire autonome, du travail avec les personnes directement concernées pour les mobiliser, ça a été difficile. Investir l'espace public pour des actions collectives aussi est devenu difficile avec les consignes sanitaires. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux, effectivement, qui ont mis à mal le volet plus action politique, mobilisation collective, qui est au cœur aussi de l'action communautaire, pas juste des groupes en défense collective des droits, mais de l'ensemble des groupes. Donc ça, c'est sûr, c'est un défi. En même temps, je pense que ça fait partie de l'ADN de l'ACA, puis les groupes en parlent dès maintenant, dès la réaction au choc. Ça les préoccupe que ce volet-là soit pas maintenu. Donc, ils vont trouver des moyens de le faire valoir. On va trouver des moyens, je pense, de ramener ce besoin-là et de refaire de la place. Mais c'est sûr qu'il faut visibiliser que c'est un enjeu. Puis, il faut s'assurer que dans les réponses à la crise, on retrouve l'espace pour que les groupes puissent jouer ce rôle-là. C'est des contre-pouvoirs, c'est pas des dispensaires de services. Là. Je pense qu'on revient toujours à la question du financement. Un bon financement à la mission, être capable d'avoir... On dirait que c'est ça le problème. Il y a un nœud, là. Il y a quelque chose là. Le monde ne tourne pas autour de l'argent, mais peut-être un petit peu quand même. Là. Donc, avoir un bon financement, ça permet la résilience, ça permet d'avoir cet espace dont je parlais de réflexion sur, OK, justement, il y a ce besoin-là de mobilisation-là, il y a ce besoin-là d'action politique. Comment on le fait? Mais ça prend du temps, ça prend d'espace de réflexion, ça prend des lieux de concertation pour que les groupes puissent échanger leurs bons coups, leurs mauvais coups. On est en train d'être dans une reconfiguration de l'espace public. Bien, il faut que les groupes communautaires aient un espace. Puis je pense que le Forum Voir Grand offre une partie de cet espace-là pour réfléchir à comment aller de l'avant, puis pas juste répondre aux besoins de base qui sont importants, qui sont nécessaires. Mais là, le pas d'après, c'est avoir assez de financement pour avoir assez de temps pour réfléchir à comment on peut changer ces activités-là. Parce que dans le sondage, on l'a vu, là, quelles activités les gens n'ont pas faites? La mobilisation, l'éducation populaire, la concertation, c'est ça qui a pâti dans les derniers mois. Donc, oui, Isabelle. Juste un petit complément. Je dirais que l'action politique se fait pendant la crise à un certain niveau. Donc, ce n'est pas peut-être l'éducation populaire, mais si on regarde Montréal-Nord, par exemple, qui a eu autant de cas, je pense que les enjeux du milieu ont été carrément mieux visibilisés. Donc, je pense que on a eu une tribune pour sensibiliser aux réalités vécues, aux enjeux du milieu, et aussi... je pense que pendant la crise, puis encore aujourd'hui, la société a tellement besoin, et plus que jamais, du milieu communautaire. Donc, il faut se servir de ce levier-là pour négocier et aller plus loin. Donc, je pense qu'on n'est pas si loin de l'action politique qu'on ne le pense. Je pense que le politique vu la rupture du contact physique, des rencontres en personne, je pense que ça a été plus difficile aussi autant pour les groupes communautaires que pour les individus d'être en contact avec le politique, de rencontrer les députés, d'être sur le terrain pour demander ces changements-là. Nécessairement, quand tout se fait à distance, il y a une dénaturisation des rencontres. J'ai l'impression que les points de presse quotidiens... Il y avait une proximité, une distance qui s'est créée avec le politique. Une proximité parce qu'il était dans notre cuisine, dans notre salon tous les jours, mais en même temps une distance parce que ce contact-là faisait que c'était difficile de rentrer en communication avec eux pour pouvoir faire de la revendication, faire de la mobilisation, faire le travail derrière les coulisses. On dirait que il y avait juste cet espace-là qui existait. Oui, puis en quelque sorte, dans les points de presse, par les réponses qui étaient données ou les sujets qui étaient abordés, on sentait qu'il y a des choses qui tombaient dans les cracks, qu'on se posait, mais qui n'étaient pas abordées. Puis là, les journalistes posaient des questions, on se disait peut-être qu'ils vont l'aborder, mais non plus. Donc, on sent vraiment qu'il y a des enjeux qui sont invisibilisés au quotidien. Et c'est d'autant plus difficile parce que, justement, c'est dans notre cuisine, dans notre salon, tous les jours. Donc, le fait d'avoir cette proximité-là quotidienne sans que ces sujets-là n'arrivent dans la lumière, ça rend aussi difficile ce sentiment de connexion-là. J'ai une question de Paul Robitaille, qui est député de Bourassa-Sauvé. Une question pour Isabelle. Faites-vous un lien direct ou indirect entre la crise sanitaire et la montée des violences dans l'Est de Montréal? Oui, c'est un sujet complexe. Là, effectivement, il y a eu beaucoup plus de problèmes de sécurité, beaucoup plus de violences liées aux armes à feu depuis un an. Il y a sûrement beaucoup d'explications, mais une des explications, c'est vraiment cette pression accrue sur tout le monde qui va aussi
être porteuse qui va faire en sorte que ces violences-là se déclenchent plus facilement. Après, il y aura d'autres explications à beaucoup d'autres niveaux, mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose à prendre en compte, que voilà, la pression qu'il y a sur les familles, la précarité financière, le fait de ne pas pouvoir se réunir, de ne pas... je pense que tout ça, c'est vraiment des éléments qui contribuent à cette montée de tension et de violence. Absolument. Puis quand Alice, tu disais tout à l'heure, les milieux communautaires, quand ils n'ont pas, ceux qui avaient les moyens financiers de réagir à la crise, de s'adapter, l'ont mieux fait. Je pense qu'on peut faire le parallèle avec les individus, les citoyens, les personnes qui avaient les moyens d'avoir quelques semaines de revenus quand tout s'est arrêté, de répondre à leurs besoins de base, de changer leur fonctionnement parce qu'ils avaient les moyens technologiques, etc., de le faire. Forcément, ça se fait mieux et c'est là que ça prend tout son sens quand on dit qu'on est dans la même tempête, mais pas dans le même bateau. Dans le milieu communautaire aussi, ça s'est beaucoup ressenti. Evelyne, si l'étude était à refaire avec ce qu'on sait maintenant de la continuité de la crise, qu'est-ce que vous feriez différemment ou quelles questions est-ce que vous auriez voulu vous poser quand vous avez déterminé les... C'est une question qui est très difficile parce que, comme je l'ai mentionné au début, on a 1000 variables différentes à analyser. Donc, il y a une masse d'informations énorme. Fait que si j'avais à refaire l'étude demain matin, je pense que j'essaierais peut-être de le segmenter en plusieurs petites études, plusieurs petits sondages pour essayer de plus aller voir certaines réalités, mais en vase clos, de façon individuelle. Parce que le fait d'essayer de tracer un portrait aussi général fait que j'ai l'impression que pour certaines questions, c'était difficile d'aller chercher le vrai ressenti. Parce qu'on parle de questions financières, on parle de relations de travail, on parle de changement de besoin. Fait que là, on se retrouve à être un peu all over the place, si je peux me permettre. Alors, à essayer de segmenter ça, peut-être que ça nous aurait donné un portrait un peu plus intime. Puis je trouve ça tellement agréable d'avoir cette possibilité-là, d'avoir accès à des rencontres en personne, des focus groups, parce que ça nous donne vraiment comme un plus grand détail. Puis il y a la question de l'adaptation des activités que je trouve qui est très, très importante. Les activités de base, les activités habituelles, mais aussi les nouvelles activités. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on l'a fait? Comment on se perçoit dans le futur? Quel genre d'activité? Quel genre de personnes qu'on veut rejoindre et tout? Ça, j'ai très hâte de voir la suite des choses. Je ne dis pas qu'il va y avoir un prochain sondage là-dessus, mais comment le mouvement communautaire va prendre acte de cette reconfiguration-là, puis prendre l'espace, parce qu'il y a un espace énorme à prendre. C'est juste qu'il est d'une part, il est tellement énorme que c'est dur de le saisir, de le comprendre, puis de trouver sa place. Mais j'ai confiance que les groupes communautaires vont réussir à le faire. Et ça c'est très... ça va être très intéressant à regarder se passer. On a hâte de voir ces conclusions-là. J'ai une nouvelle question de Jean-François Lachance de la FQOCF. Les enjeux créés par la crise créent des défis pour notre rôle de transformation sociale au cœur de notre mission. Selon vous, comment assurer la reconnaissance de nos pratiques fondamentales, particulièrement alors que la PAGAC orientera nos relations avec nos ports d'attache dans les prochaines années? Mais je pense que de visibiliser l'importance de ces... En tout cas, à l'Observatoire, c'est comme ça qu'on voit notre rôle, je pense, de visibiliser les impacts de la crise, mais aussi de valoriser le rôle essentiel qui est joué par les groupes, de visibiliser aussi l'action de transformation, toute la mission de transformation sociale des groupes et de faire valoir les besoins des groupes. Je pense que c'est comme ça qu'on voit... un peu le projet de recherche, c'est pour ça qu'on le nomme par et pour. Là, on veut qu'il permette de la reconnaissance, c'est sûr en vue du PAGAC qui s'en vient, mais aussi en général. Là. Puis c'est sûr que on parlait tantôt de financement, puis je suis tout à fait d'accord. En même temps, j'ai l'impression que si on arrive à ce que, pas seulement le gouvernement, mais aussi l'ensemble de la population reconnaissent l'importance du travail des groupes, le connaissent aussi, juste tout simplement un peu mieux, ça aidera définitivement à ce que le milieu soit mieux reconnu aussi par les décideurs, mettons. Je termine avec une question qui est pour vous trois. Si on se permet de voir grand, quels sont vos souhaits ou vos espoirs pour le mouvement de l'action communautaire autonome dans le contexte actuel? On commence par Isabelle. Oui, donc moi je pense qu'une des
grande force là, du communautaire, c'est ce lien établi avec les personnes les plus exclues et cette capacité de dialogue. Et je souhaite que cette proximité-là et cette posture puissent servir pour aller au-delà de la réponse aux besoins urgents, mais pour que vraiment le milieu communautaire, avec ces personnes-là et d'autres acteurs, puissent développer des actions et des transformations vraiment structurantes. Et ça passe par une valorisation du travail, une reconnaissance du travail du communautaire et des meilleures conditions. On l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui. Merci Isabelle. Alice? Bien, exactement dans la même veine, je dirais, si on se permet de voir grand, ce serait d'avoir une reconnaissance de l'ensemble du travail essentiel qui est fait par les groupes et puis qu'ils puissent avoir les moyens de réaliser leur mission. Merci beaucoup. Evelyne? Je ne serais pas du tout originale. C'est le travail des groupes communautaires. Puis je trouve que la présence d'Isabelle est particulièrement intéressante parce que Montréal-Nord est un endroit qui est très riche sur le mouvement communautaire et ça nous permet de voir qu'est-ce que le mouvement communautaire est capable de faire quand il travaille fort, quand il travaille ensemble, quand il y a une masse critique de groupes communautaires. Parce que Montréal-Nord est un quartier qui est très dense. Si on réussit à avoir cette masse critique-là, ce travail de concertation, ce travail pour travailler à la reconnaissance, c'est pas juste à l'Observatoire, c'est pas juste au RQAK de travailler à la reconnaissance, c'est tous les groupes communautaires. Si on réussit à travailler à cette reconnaissance-là, si la population voit l'importance de cette mobilisation-là, pas juste dans le service, mais aussi dans l'action politique, dans la transformation structurante, à ce moment-là, on va avoir un meilleur Québec pour tout le monde, pas juste pour les personnes exclues, mais aussi pour l'ensemble de la population. Oui, donc finalement, ce dont on se rend compte, c'est que quand l'argent est investi aux bons endroits, quand les milieux communautaires ont les ressources dont ils ont besoin, non seulement pour des services directs à la population, mais pour justement créer un mouvement social, pour créer un changement social qui va marquer l'époque, qui va faire en sorte que les conditions vont être meilleures, non seulement pour les citoyens aujourd'hui, mais pour les citoyens de demain aussi. C'est, tu sais, quand on dit trickle-down economics, donc les plus riches, ça va cascader vers le bas et que par magie, la population va bénéficier de ça. On sait que c'est faux. Ça a été démontré comme étant faux, alors que c'est vrai pour l'action communautaire. C'est vrai que quand le communautaire a les ressources pour faire son travail, il y a réellement des changements concrets, comme tu le disais, Evelyne, non seulement auprès des gens qui reçoivent les services, mais dans l'ensemble de la population. Je vous remercie, mesdames, pour votre temps, pour cet échange enrichissant. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci à la maison d'avoir été là sur Facebook, sur le site Internet. N'oubliez pas de consulter l'agenda sur le site, mais aussi les contenus, donc les podcasts, etc., qui sont disponibles dans la médiathèque. Et je vous invite à vous connecter à 13h pour l'activité à laquelle vous êtes inscrite, l'atelier, et à 15h pour ceux qui sont inscrits à l'échange de l'Observatoire. Et puis voilà, ça a été un plaisir d'animer cette discussion aujourd'hui. Je suis Manal Drissi et je vous retrouve demain, même heure, même poste. Bonne journée tout le monde.